Huitième exposé. La négation et la consommation dans la culture. Nous vivrons assez pour voir une révolution politique, nous, les contemporains de ces Allemands. Mon ami, vous croyez ce que vous désirez. Lorsque je juge l'Allemagne d'après son histoire présente, vous ne m'objecterez pas que toute son histoire est falsifiée et que toute sa vie publique actuelle ne représente pas l'état réel du peuple. Lisez les journaux que vous voudrez, convainquez-moi que l'on ne cesse pas, et vous me concéderez que la censure n'empêche personne de cesser, de célébrer la liberté et le bonheur national que nous possédons. Ruge, lettre à Marx, mars 1843. Thèse 180e. La culture est la sphère générale de la connaissance et des représentations du vécu dans la société historique divisée en classes. Ce qui revient à dire qu'elle est ce pouvoir de généralisation existant à part, comme division du travail intellectuel et travail intellectuel de la division. La culture s'est détachée de l'unité de la société du mythe lorsque le pouvoir d'unification disparaît de la vie de l'homme et que les contraires perdent leurs relations et leurs interactions vivantes et acquièrent l'autonomie. Différence des systèmes de Fichte et de Schelling. En gagnant son indépendance, la culture commence un mouvement impérialiste d'enrichissement qui est en même temps le déclin de son indépendance. L'histoire qui crée l'autonomie relative de la culture et les illusions idéologiques de cette autonomie s'exprime aussi comme histoire de la culture. Et toute l'histoire conquérante de la culture peut être comprise comme l'histoire de la révélation de son insuffisance, comme une marche vers son autosuppression. La culture est le lieu de la recherche de l'unité perdue. Dans cette recherche de l'unité, la culture, comme sphère séparée, est obligée de se nier elle-même. Thèse 181e. La lutte de la tradition et de l'innovation, qui est le principe de développement interne de la culture des sociétés historiques, ne peut être poursuivie qu'à travers la victoire permanente de l'innovation. L'innovation dans la culture n'est cependant portée par rien d'autre que le mouvement historique total qui, en prenant conscience de sa totalité, tente au dépassement de ses propres présuppositions culturelles et va vers la suppression de toute séparation. Thèse 182e. L'essor des connaissances de la société, qui contient la compréhension de l'histoire comme le cœur de la culture, prend de lui-même une connaissance sans retour qui est exprimée par la destruction de Dieu. Mais cette condition première de toute critique est aussi bien l'obligation première d'une critique infinie. Là où aucune règle de conduite ne peut plus se maintenir, chaque résultat de la culture la fait avancer vers sa dissolution. Comme la philosophie, à l'instant où elle a gagné sa pleine autonomie, toute discipline devenue autonome doit s'effondrer, d'abord en tant que prétention d'explication cohérente de la totalité sociale, et finalement, même en tant qu'instrumentation parcellaire utilisable dans ses propres frontières. Le manque de rationalité de la culture séparée est l'élément qui la condamne à disparaître, car en elle, la victoire du rationnel est déjà présente comme exigence. Thèse 183e. La culture est issue de l'histoire qui a dissous le genre de vie du vieux monde, mais en tant que sphère séparée, elle n'est encore que l'intelligence et la communication sensible qui restent partielles dans une société partiellement historique. Elle est le sens d'un monde trop peu sensé. Thèse 184e. La fin de l'histoire de la culture se manifeste par deux côtés opposés. Le projet de son dépassement dans l'histoire totale et l'organisation de son maintien en tant qu'objet mort dans la contemplation spectaculaire. L'un de ces mouvements a lié son sort à la critique sociale et l'autre à la défense du pouvoir de classe. Thèse 185e. Chacun des deux côtés de la fin de la culture existe d'une façon unitaire, aussi bien dans tous les aspects des connaissances que dans tous les aspects des représentations sensibles, dans ce qui était l'art au sens le plus général. Dans le premier cas s'oppose l'accumulation de connaissances fragmentaires
qui deviennent inutilisables parce que l'approbation des conditions existantes doit finalement renoncer à ses propres connaissances et la théorie de la praxis qui détient seule la vérité de toutes en détenant seule le secret de leur usage. Dans le second cas s'oppose l'autodestruction critique de l'ancien langage commun de la société et sa recomposition artificielle dans le spectacle marchand, la représentation illusoire du non-vécu. Thèse 186e. En perdant la communauté de la société du mythe, la société doit perdre toutes les références d'un langage réellement commun, jusqu'au moment où la scission de la communauté inactive peut être surmontée par l'accession à la réelle communauté historique. L'art, qui fut ce langage commun de l'inaction sociale, dès qu'il se constitue en art indépendant au sens moderne, émergeant de son premier univers religieux et devenant production individuelle d'œuvres séparées, connaît comme cas particulier le mouvement qui domine l'histoire de l'ensemble de la culture séparée. Son affirmation indépendante est le commencement de sa dissolution. Thèse 187e. Le fait que le langage de la communication s'est perdu, voilà ce qu'exprime positivement le mouvement de décomposition moderne de tout art, son anéantissement formel. Ce que ce mouvement exprime négativement, c'est le fait qu'un langage commun doit être retrouvé, non plus dans la conclusion unilatérale qui pour l'art de la société historique arrivait toujours trop tard, parlant à d'autres de ce qui a été vécu sans dialogue réel et admettant cette déficience de la vie, mais qu'il doit être retrouvé dans la praxis qui rassemble en elle l'activité directe et son langage. Il s'agit de posséder effectivement la communauté du dialogue et le jeu avec le temps qui ont été représentés par l'œuvre poético-artistique. Thèse 188e. Quand l'art devenu indépendant représente son monde avec des couleurs éclatantes, un moment de la vie a vieilli, et il ne se laisse pas rajeunir avec des couleurs éclatantes. Il se laisse seulement évoquer dans le souvenir. La grandeur de l'art ne commence à paraître qu'à la retombée de la vie. Thèse 189e. Le temps historique qui envahit l'art s'est exprimé d'abord dans la sphère même de l'art à partir du baroque. Le baroque est l'art d'un monde qui a perdu son centre, le dernier ordre mythique reconnu par le Moyen-Âge, dans le cosmos et le gouvernement terrestre, l'unité de la chrétienté et le fantôme d'un empire, est tombé. L'art du changement doit porter en lui le principe éphémère qu'il découvre dans le monde. Il a choisi, dit Eugenio d'Ors, la vie contre l'éternité. Le théâtre et la fête théâtrale, sont les moments dominants de la réalisation baroque, dans laquelle toute expression artistique particulière ne prend son sens que par sa référence au décor d'un lieu construit, à une construction qui doit être pour elle-même le centre d'unification. Et ce centre est le passage qui est inscrit comme un équilibre menacé dans le désordre dynamique de tout. L'importance parfois excessive acquise par le concept de baroque dans la discussion esthétique contemporaine traduit la prise de conscience de l'impossibilité d'un classicisme artistique. Les efforts en faveur d'un classicisme ou néoclassicisme normatif, depuis 3 siècles, n'ont été que de brèves constructions factices parlant de langage extérieur de l'État, celui de la monarchie absolue ou de la bourgeoisie révolutionnaire habillée à la romaine. Du romantisme au cubisme, c'est finalement un art toujours plus individualisé de la négation, se renouvelant perpétuellement jusqu'à l'émiettement et la négation achevée de la sphère artistique, qui a suivi le cours général du baroque. La disparition de l'art historique, qui était lié à la communication interne d'une élite, qui avait sa base sociale semi-indépendante dans les conditions partiellement ludiques encore vécues par les dernières aristocraties, traduit aussi ce fait que le capitalisme connaît le premier pouvoir de classe qui s'avoue dépouillé de toute qualité ontologique et dont la racine du pouvoir, dans la simple gestion de l'économie, est également la perte de toute maîtrise humaine. L'ensemble baroque, qui pour la création artistique est lui-même une unité depuis longtemps perdue, se retrouve en quelque manière dans la consommation actuelle de la totalité du passé artistique.
La connaissance et la reconnaissance historique de tout l'art du passé, rétrospectivement constitué en art mondial, le relativise en un désordre global qui constitue à son tour un édifice baroque à un niveau plus élevé, édifice dans lequel doivent se fondre la production même d'un art baroque et toutes ses résurgences. Les arts de toutes les civilisations et de toutes les époques, pour la première fois, peuvent être tous connus et admis ensemble. C'est une recollection des souvenirs de l'histoire de l'art qui, en devenant possible, est aussi bien la fin du monde de l'art. C'est dans cette époque des musées, quand aucune communication artistique ne peut plus exister, que tous les moments anciens de l'art peuvent être également admis, car aucun d'eux ne pâtit plus de la perte de ces conditions de communication particulières dans la perte qui présente des conditions de communication en général. Thèse 190e. L'art, à son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif qui poursuit le dépassement de l'art dans une société historique où l'histoire n'est pas encore vécue, est à la fois un art du changement et l'expression pure du changement impossible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable réalisation est au-delà de lui. Cet art est forcément d'avant-garde, et il n'est pas. Son avant-garde est sa disparition. Thèse 191e. Le dadaïsme et le surréalisme sont les deux courants qui marquèrent la fin de l'art moderne. Ils sont, quoique seulement d'une manière relativement consciente, contemporains du dernier grand assaut du mouvement révolutionnaire prolétarien, et l'échec de ce mouvement, qui les faisait enfermer dans le champ artistique même dont ils avaient proclamé la caducité, est la raison fondamentale de leur immobilisation. Le dadaïsme et le surréalisme sont à la fois historiquement liés et en opposition. Dans cette opposition, qui constitue aussi pour chacun la part la plus conséquente et radicale de son apport, apparaît l'insuffisance interne de leur critique, développée par l'un comme par l'autre d'un seul côté. Le dadaïsme a voulu supprimer l'art sans le réaliser, et le surréalisme a voulu réaliser l'art sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par les situationnistes a montré que la suppression et la réalisation de l'art sont les aspects inséparables d'un même dépassement de l'art. Thèse 192e. La consommation spectaculaire qui conserve l'ancienne culture congelée, y compris la répétition récupérée de ses manifestations négatives, devient ouvertement dans son secteur culturel ce qu'elle est implicitement dans sa totalité, la communication de l'incommunicable. La destruction extrême du langage peut s'y trouver platement reconnue comme une valeur positive officielle, car il s'agit d'afficher une réconciliation avec l'état dominant des choses, dans lequel toute communication est joyeusement proclamée absente. La vérité critique de cette destruction, en tant que vie réelle de la poésie et de l'art moderne, est évidemment cachée, car le spectacle, qui a la fonction de faire oublier l'histoire dans la culture, applique dans la pseudo-nouveauté de ses moyens modernistes la stratégie même qui le constitue en profondeur. Ainsi peut se donner pour nouvelle une école de néolittérature qui simplement admet qu'elle contemple l'écrit pour lui-même. Par ailleurs, à côté de la simple proclamation de la beauté suffisante de la dissolution du communicable, la tendance la plus moderne de la culture spectaculaire, et la plus liée à la pratique répressive de l'organisation générale de la société, cherche à recomposer, par des travaux d'ensemble, un milieu néo-artistique complexe à partir des éléments décomposés, notamment dans les recherches d'intégration des débris artistiques ou d'hybrides esthético-techniques dans l'urbanisme. Ceci est la traduction sur le plan de la pseudo-culture spectaculaire de ce projet général du capitalisme développé qui vise à ressaisir le travailleur parcellaire comme personnalité bien intégrée au groupe, tendance décrite par les récents sociologues américains tels que Riesman, White, etc. C'est partout le même projet d'une restructuration sans communauté. Thèse 193e. La culture, devenue intégralement marchandise, doit aussi devenir la marchandise vedette de la société spectaculaire.
Clark Kerr, un des idéologues les plus avancés de cette tendance, a calculé que le complexe processus de production, distribution et consommation des connaissances accapare déjà annuellement 29% du produit national aux États-Unis. Et il prévoit que la culture doit tenir dans la seconde moitié de ce siècle le rôle moteur dans le développement de l'économie qui fut celui de l'automobile dans sa première moitié et des chemins de fer dans la seconde moitié du siècle précédent. Thèse 194e. L'ensemble des connaissances qui continuent de se développer actuellement comme pensée du spectacle doit justifier une société sans justification et se constituer en science générale de la fausse conscience. Elle est entièrement conditionnée par le fait qu'elle ne peut ni ne veut penser sa propre base matérielle dans le système spectaculaire. Thèse 195e. La pensée de l'organisation sociale de l'apparence est elle-même obscurcie par la sous-communication généralisée qu'elle défend. Elle ne sait pas que le conflit est à l'origine de toute chose de son monde. Les spécialistes du pouvoir du spectacle, pouvoir absolu à l'intérieur de son système du langage sans réponse, sont corrompus absolument par leur expérience du mépris et de la réussite du mépris, car ils retrouvent leur mépris confirmé par la connaissance de l'homme méprisable qu'est réellement le spectateur. Thèse 196e. Dans la pensée spécialisée du système spectaculaire s'opère une nouvelle division des tâches à mesure que le perfectionnement même de ce système pose de nouveaux problèmes. D'un côté, la critique spectaculaire du spectacle est entreprise par la sociologie moderne qui étudie la séparation à l'aide des seuls instruments conceptuels et matériels de la séparation. De l'autre côté, l'apologie du spectacle se constitue en pensée de la non-pensée, en oubli attitré de la pratique historique dans les diverses disciplines où s'enracine le structuralisme. Pourtant, le faux désespoir de la critique non dialectique et le faux optimisme de la pure publicité du système sont identiques en tant que pensée soumise. Thèse 197e. La sociologie qui a commencé à mettre en discussion, d'abord aux États-Unis, les conditions d'existence entraînées par l'actuel développement, si elle a pu rapporter beaucoup de données empiriques, ne connaît aucunement la vérité de son propre objet, parce qu'elle ne trouve pas en lui-même la critique qui lui est immanente. De sorte que la tendance sincèrement réformiste de cette sociologie ne s'appuie que sur la morale, le bon sens, des appels tout à fait dénués d'à-propos, à la mesure, etc. Une telle manière de critiquer, parce qu'elle ne connaît pas le négatif qui est au cœur de son monde, ne fait qu'insister sur la description d'une sorte de surplus négatif qui lui paraît déplorablement l'encombrer en surface, comme une prolifération parasitaire irrationnelle. Cette bonne volonté indignée, qui même en tant que telle ne parvient à blâmer que les conséquences extérieures du système, se croit critique en oubliant le caractère essentiellement apologétique de ses présuppositions et de sa méthode. Thèse 198e. Ceux qui dénoncent l'absurdité ou les périls de l'incitation au gaspillage dans la société de l'abondance économique ne savent pas à quoi sert le gaspillage. Ils condamnent avec ingratitude, au nom de la rationalité économique, les bons gardiens irrationnels sans lesquels le pouvoir de cette rationalité économique s'écroulerait. Et Boorstin, par exemple, qui décrit dans l'image la consommation marchande du spectacle américain, n'atteint jamais le concept de spectacle parce qu'il croit pouvoir laisser en dehors de cette désastreuse exagération la vie privée ou la notion d'honnête marchandise. Il ne comprend pas que la marchandise elle-même a fait les lois dont l'application honnête doit donner aussi bien la réalité distincte de la vie privée que sa reconquête ultérieure par la consommation sociale des images. Thèse 199e. Boorstin décrit les excès d'un monde qui nous est devenu étranger comme des excès étrangers à notre monde. Mais la base normale de la vie sociale, à laquelle il se réfère implicitement quand il qualifie le règne superficiel des images, en termes de jugement psychologique et moral, comme le produit de nos extravagantes prétentions, n'a aucune réalité
ni dans son livre, ni dans son époque. C'est parce que la vie humaine réelle, dont parle Boorstin, est pour lui dans le passé, y compris le passé de la résignation religieuse, qu'il ne peut comprendre toute la profondeur d'une société de l'image. La vérité de cette société n'est rien d'autre que la négation de cette société. Thèse 200e. La sociologie, qui croit pouvoir isoler de l'ensemble de la vie sociale une rationalité industrielle fonctionnant à part, peut aller jusqu'à isoler le mouvement industriel global des techniques de reproduction et transmission. C'est ainsi que Boorstin trouve pour cause des résultats qu'il dépeint la malheureuse rencontre, quasiment fortuite, d'un trop grand appareil technique de diffusion des images et d'une trop grande attirance des hommes de notre époque pour le pseudo-sensationnel. Ainsi le spectacle serait dû au fait que l'homme moderne serait trop spectateur. Boorstin ne comprend pas que la prolifération des pseudo-événements préfabriqués, qu'il dénonce, découle de ce simple fait que les hommes, dans la réalité massive de la vie sociale actuelle, ne vivent pas eux-mêmes des événements. C'est parce que l'histoire elle-même hante la société moderne comme un spectre que l'on trouve de la pseudo-histoire construite à tous les niveaux de la consommation de la vie pour préserver l'équilibre menacé de l'actuel temps gelé. Thèse 201e. L'affirmation de la stabilité définitive d'une courte période de gel du temps historique est la base indéniable, inconsciemment et consciemment proclamée, de l'actuelle tendance à une systématisation structuraliste. Le point de vue où se place la pensée anti-historique du structuralisme est celui de l'éternelle présence d'un système qui n'a jamais été créé et qui ne finira jamais. Le rêve de la dictature d'une structure préalable inconsciente sur toute praxis sociale a pu être abusivement tiré des modèles de structure élaborés par la linguistique et l'ethnologie, voire l'analyse du fonctionnement du capitalisme. Modèle déjà abusivement compris dans ces circonstances, simplement parce qu'une pensée universitaire de cadre moyen, vite comblée, pensée intégralement enfoncée dans l'éloge émerveillé du système existant, ramène platement toute réalité à l'existence du système. Thèse 202e. Comme dans toute science sociale historique, il faut toujours garder en vue, pour la compréhension des catégories structuralistes, que les catégories expriment des formes d'existence et des conditions d'existence. Tout comme on n'apprécie pas la valeur d'un homme selon la conception qu'il a de lui-même, on ne peut apprécier et admirer cette société déterminée en prenant comme indiscutablement véridique le langage qu'elle se parle à elle-même. On ne peut apprécier de telles époques de transformation selon la conscience qu'en a l'époque. Bien au contraire, on doit expliquer la conscience à l'aide des contradictions de la vie matérielle. La structure est fille du pouvoir présent. Le structuralisme est la pensée garantie par l'État qui pense les conditions présentes de la communication spectaculaire comme un absolu. Sa façon d'étudier le code des messages en lui-même n'est que le produit. Et la reconnaissance d'une société où la communication existe sous forme d'une cascade de signaux hiérarchiques. De sorte que ce n'est pas le structuralisme qui sert à prouver la validité transhistorique de la société du spectacle, c'est au contraire la société du spectacle s'imposant comme réalité massive qui sert à prouver le rêve froid du structuralisme. Thèse 203e. Sans doute, le concept critique de spectacle peut aussi être vulgarisé en une quelconque formule creuse de la rhétorique sociologico-politique pour expliquer et dénoncer abstraitement tout et ainsi servir à la défense du système spectaculaire. Car il est évident qu'aucune idée ne peut mener au-delà du spectacle existant, mais seulement au-delà des idées existantes sur le spectacle. Pour détruire effectivement la société du spectacle, il faut des hommes mettant en action une force pratique. La théorie critique du spectacle n'est vraie qu'en s'unifiant au courant pratique de la négation dans la société, et cette négation, la reprise de la lutte de la classe révolutionnaire, deviendra consciente d'elle-même en développant la critique du spectacle, qui est la théorie de ces conditions réelles, des conditions pratiques de l'oppression actuelle,
et dévoile inversement le secret de ce qu'elle peut être. Cette théorie n'attend pas de miracle de la classe ouvrière. Elle envisage la nouvelle formulation et la réalisation des exigences prolétariennes comme une tâche de longue haleine. Pour distinguer artificiellement lutte théorique et lutte pratique, car sur la base ici définie, la constitution même et la communication d'une telle théorie ne peut déjà pas se concevoir sans une pratique rigoureuse, il est sûr que le cheminement obscur et difficile de la théorie critique devra être aussi le lot du mouvement pratique agissant à l'échelle de la société. Thèse 204e. La théorie critique doit se communiquer dans son propre langage. C'est le langage de la contradiction qui doit être dialectique dans sa forme comme il l'est dans son contenu. Il est critique de la totalité et critique historique. Il n'est pas un degré zéro de l'écriture, mais son renversement. Il n'est pas une négation du style, mais le style de la négation. Thèse 205e. Dans son style même, l'exposé de la théorie dialectique est un scandale et une abomination selon les règles du langage dominant et pour le goût qu'elles ont éduqué, parce que dans l'emploi positif des concepts existants, il inclut du même coup l'intelligence de leur fluidité retrouvée, de leur destruction nécessaire. Thèse 206e. Ce style, qui contient sa propre critique, doit exprimer la domination de la critique présente sur tout son passé. Par lui, le mode d'exposition de la théorie dialectique témoigne de l'esprit négatif qui est en elle. La vérité n'est pas comme le produit dans lequel on ne trouve plus de traces de l'outil. Hegel. Cette conscience théorique du mouvement, dans laquelle la trace même du mouvement doit être présente, se manifeste par le renversement des relations établies entre les concepts et par le détournement de toutes les acquisitions de la critique antérieure. Le renversement du génitif est cette expression des révolutions historiques, consignée dans la forme de la pensée, qui a été considérée comme le style épigrammatique de Hegel. Le jeune Marx préconisant, d'après l'usage systématique qu'en avait fait Feuerbach, le remplacement du sujet par le prédicat, a atteint l'emploi le plus conséquent de ce style insurrectionnel qui, de la philosophie de la misère, tire la misère de la philosophie. Le détournement ramène à la subversion les conclusions critiques passées qui ont été figées en vérités respectables, c'est-à-dire transformées en mensonges. Kierkegaard déjà en a fait délibérément usage, en lui adjoignant lui-même sa dénonciation. Mais nonobstant les tours et détours, comme la confiture rejoint toujours le garde-manger, tu finis toujours par y glisser un petit mot qui n'est pas de toi et qui trouble par le souvenir qu'il réveille. Miette philosophique. C'est l'obligation de la distance envers ce qui a été falsifié en vérité officielle qui détermine cet emploi du détournement, avoué ainsi par Kierkegaard, dans le même livre. Une seule remarque encore à propos de tes nombreuses allusions visant toutes aux griffes que je mêle à mes dires des propos empruntés. Je ne le nie pas ici, et je ne cacherai pas non plus que c'était volontaire, et que dans une nouvelle suite à cette brochure, si jamais je l'écris, j'ai l'intention de nommer l'objet de son vrai nom et de revêtir le problème d'un costume historique. Thèse 207e. Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Thèse 208e. Le détournement est le contraire de la citation, de l'autorité théorique toujours falsifiée du seul fait qu'elle est devenue citation. Fragment arraché à son contexte, à son mouvement, et finalement à son époque comme référence globale, et à l'option précise qu'elle était à l'intérieur de cette référence, exactement reconnue ou erronée. Le détournement est le langage fluide de l'anti-idéologie. Il apparaît dans la communication, qui sait qu'elle ne peut prétendre détenir aucune garantie en elle-même et définitivement. Il est, au point le plus haut, le langage qu'aucune référence ancienne et supracritique ne peut confirmer.
C'est au contraire sa propre cohérence, en lui-même et avec les faits praticables, qui peut confirmer l'ancien noyau de vérité qu'il ramène. Le détournement n'a fondé sa cause sur rien d'extérieur à sa propre vérité, comme critique présente. Thèse 209e. Ce qui, dans la formulation théorique, se présente ouvertement comme détourné, en démentant toute autonomie durable de la sphère du théorique exprimé, en y faisant intervenir par cette violence l'action qui dérange et emporte tout ordre existant, rappelle que cette existence du théorique n'est rien en elle-même et n'a à se connaître qu'avec l'action historique et la correction historique qui est sa véritable fidélité. Thèse 210e. La négation réelle de la culture est seule à en conserver le sens. Elle ne peut plus être culturelle. De la sorte, elle est ce qui reste, de quelque manière, au niveau de la culture, quoique dans une acception toute différente. Thèse 211e. Dans le langage de la contradiction, la critique de la culture se présente unifiée. En tant qu'elle domine le tout de la culture, sa connaissance comme sa poésie, et en tant qu'elle ne se sépare plus de la critique de la totalité sociale. C'est cette critique théorique unifiée qui va seule à la rencontre de la pratique sociale unifiée.